On dit en ville que seules les personnes bénéficiant de solides appuis auprès des autorités coloniales sont exemptées du service militaire. On cite à ce propos quelques noms connus de fils de notables qui bravent les contrôles en toute impunité. Je suis tout de même très sceptique en entendant ces informations. La guerre qui se prépare doit s'annoncer particulièrement importante pour que même les Européens soient mobilisés. Je ne vois pas quelle famille arabe peut bien sortir du lot et dépasser en privilège les Européens. Ces derniers ne nous ont accordé aucun droit, et ce n'est pas aujourd'hui qu'ils s'amuseront à le faire. C'est du moins ainsi que je l'entends. Pour ma part, je considère avec une foi inébranlable que cette guerre ne me concerne pas. Après avoir longtemps réfléchi, j'ai l'intime conviction que je passerai au travers de ces turbulences. Tous les événements récents infirment ce sentiment néanmoins. Je sais que je peux compter sur ma bonne étoile. Je n'ai aucune vision de la forme que prendra cette dispense du destin, mais la certitude d'être étranger à cette guerre occulte tout le reste. Si par malheur je dois tout de même être inquiété, je me refuse à fuir dans les montagnes. Il ne fut aucun doute que l'expérience récente si durement acquise me permettrait d'y séjourner aussi longtemps que je le souhaite. Je sais aussi ce qu'il peut en coûter de défier l'autorité. Jouer le rôle de l'animal que l'on traque et que l'on abat aussitôt après me réjouit peu. Les pénibles souvenirs habitent encore ma mémoire pour que je songe à les oublier. Je rejette fermement cette solution parce que nul ne peut prédire la durée de cette guerre. Peut-être est-ce l'affaire de quelques mois, ce qui serait encore acceptable, mais peut-être aussi peut-elle s'éterniser. D'après ce que l'on sait d'eux, les Allemands n'ont rien de commode, et la première guerre contre eux a bien duré plusieurs années. Pour un temps indéfini, je ne conçois pas de vivre loin des miens, et prie chaque matin que les patrouilles de gendarmes ne tombent pas sur moi. Au fond, je sais bien que ce ne sont pas là les véritables raisons qui me conduisent à être aussi détaché. Je sais pertinemment que depuis le départ de Nejma, plus rien n'a d'importance. La mobilisation ne peut me faire tomber plus bas. En tout cas, j'ai pas le loisir de m'attarder longuement sur de pareilles spéculations. À la suite de maintes reports, je me propose un jour d'aller en ville m'occuper de l'approvisionnement du Douar. Les craintes de se faire prendre dans une rafle sont parmi les hommes. Seul le rouquin accepte sans discuter de m'accompagner. En marchant dans les ruelles, j'éprouve la sensation singulière de m'être trompé de ville. Il est peut-être dit que je me fais des idées car je reconnais parfaitement les lieux. Pourtant, en essayant de deviner les causes de cet étrange sentiment, j'observe avec amertume une ville qui, à mes yeux, a perdu de son attrait. Je ne remarque aucune animation particulière qui fait le charme de cette cité. Je ne rencontre aucun visage connu qui aurait pu me libérer de ces doutes affreux. Nous ne sommes pas venus un jour férié, et cependant des magasins ont fermé leurs portes. La ville semble engloutie, engourdie, frappée d'un terrible fléau qui l'a signée à blanc. Je fais part de mes impressions au rouquin qui me répond: As-tu remarqué qu'il n'y a pas d'hommes dans les rues? Effectivement. Hormis quelques petits attroupements de vieillards et de femmes suivis de leur progéniture, il n'y a pas d'hommes. La mobilisation générale a bien et bien été appliquée dans toute la rigueur. Le résultat sur la vie de la ville a quelque chose d'étourdissant. Le rouquin a subitement le même réflexe que moi en décidant de ne pas traîner plus longtemps dans les rues. Notre présence doit en choquer plus d'un et donner de mauvaises idées à des personnes mal intentionnées. Je demande à mon compagnon de réunir nos affaires et de se tenir prêt à partir. Le temps pour moi de rendre une rapide visite à mon ami Ahmed. Ce dernier a tenté sa chance dans une ville voisine, mais on est revenu peu de temps après. L'expérience n'a pas été concluante et il a réintégré sa baraque. Chaque fois que je mets les pieds dans le quartier des chiens perdus,
je le trouve un peu plus sordide. C'est encore vrai cette fois, mais je n'en fais pas cas, redoutant de me faire surprendre par les gendarmes. Je ne tarde pas à gagner ce qui fut jadis ma demeure. Frappant à la porte, j'appelle à plusieurs reprises. Une femme apparaît. Elle tient un bébé dans les bras. Je m'excuse auprès d'elle et m'enquière de mon amie. Elle me répond sèchement: Je ne sais pas de qui vous parlez, mais ici c'est la personne qui habite avant nous. Vous la retrouverez à la caserne. Et elle referme la porte aussi aimablement. À en juger par son agressivité, elle a dû être aussi prompte à investir le lieu après le départ de mon ami qu'à me claquer la porte au nez. Je regagne aussi vite que je le peux l'enclos du meunier où m'attend le rouquin. Nous récupérons nos mulets et quittons la ville sans plus attendre. En chemin, le rouquin me dit: Depuis quelque temps, j'étais tracassé de savoir pourquoi nous n'avions pas reçu de convocation. J'ai bien étudié le problème et j'en conclus que ce n'est pas l'effet du hasard si on nous laisse tranquilles. Je suis persuadé que c'est grâce à Rabat. Il était au courant de la mobilisation bien avant tout le monde, et c'est un indice qui ne trompe pas. Rappelle-toi ses fréquents déplacements en ville et ses va-et-vient entre le douar et la maison de M. Marcel. Il ne disait à personne où il allait, pas plus ne confiait à quiconque l'objet de ses déplacements. Oui, je sais, ce n'est pas dans ses habitudes de se confier à nous, mais Brahim l'a vu à plusieurs reprises en compagnie de M. Marcel entrer à la mairie. Une fois, il les a suivis et les a vus pénétrer dans la caserne. Lorsqu'on va voir le commandement militaire, c'est pour parler d'affaires militaires, oui ou non? Pas nécessairement. Ils auraient pu tout aussi bien s'entretenir d'argent. Les militaires ont besoin de se nourrir comme tout le monde, et je sais que M. Marcel leur fournit des céréales. Très bien, dans ce cas, explique-moi pourquoi il se fait accompagner par Rabat, qui n'a rien à vendre. Parce que M. Marcel et Rabat sont tout simplement très liés. Tu n'y es pas du tout. Notre cousin employé à la ferme de M. Marcel est formel. Les militaires viennent personnellement voir son patron et négocient avec lui dans son bureau. Je te répète que ce qui nous arrive, nous le devons à Rabat. D'ailleurs, M. Marcel a dit à notre cousin que notre douar ne serait pas inquiété. Je vais te faire aussi une confidence. Tiens-toi bien. Rabat possède la carte d'identité française. C'est pas possible, lui dis-je. Tu sais bien que les Français ne l'accordent pas aux Arabes. C'est certain, je te l'affirme. Lorsqu'il a conduit Brahim à l'école pour qu'il y inscrive son fils, Rabat a montré la carte et une médaille au directeur. Je ne sais pas de la médaille ou de la carte a été la plus déterminante, mais le fils de Brahim a été accepté. Brahim m'a demandé de ne pas le répéter. Il a ajouté que cette carte aide beaucoup Rabat et lui permet d'avoir ses entrées auprès de l'administration. Rabat n'a pas besoin de la carte pour avoir ses entrées. Pourtant, je reconnais bien là la politique de Rabat à l'égard de son entourage. Il arrive à faire croire, même aux membres de sa famille, qu'il est toujours obligé de se battre pour obtenir une faveur d'administration. S'il peut nous éviter d'être incorporés, il sera très fort, ajoute le rouquin. Je ne veux pas le décevoir en lui répondant que si telle est sa volonté, nous ne serons pas inquiétés. En arrivant chez nous, un spectacle insensé nous attend, à croire qu'un mauvais sort vient de frapper le douar. Les femmes sont rassemblées devant le grand portail. L'événement est inhabituel et préoccupant. Les femmes sortent en nombre seulement à l'occasion d'une fête ou d'un malheur. Aujourd'hui, ce n'est pas la fête. Pendant que certaines se voilent le visage avec leurs mains et pleurent à tout va, d'autres crient en implorant le Seigneur. Les enfants, perturbés par cette scène inhabituelle, ne savent où donner la tête. Les vieillards accusent le coup en essayant de rester très dignes au milieu de ces lamentations.
Durant notre absence, les gendarmes ont débarqué inopinément au Douar et ont procédé à l'incorporation immédiate de tous les adultes. En arrivant, ils ont ordonné à tous les hommes de sortir. Munis d'une liste de noms, ils ont fait l'appel. Chaque personne citée devait monter dans le camion. À l'exception des vieillards, tous les hommes ont été appelés. Ensuite, ils ont fouillé toutes les maisons parce qu'il manquait 2 personnes à leur liste. Il s'agit bien entendu du Rouquin et de moi-même. Les gendarmes ont promis que si nous ne nous présentons pas à la caserne dans les 2 jours, ils reviendraient au Douar autant de fois qu'il le faudrait. Les pleurs de ces femmes en détresse m'indignent. Je reste sans voix. Je trouve que les gendarmes y sont allés quand même un peu fort. Après un moment d'incertitude compréhensible, Rabat intime aux femmes l'ordre de regagner leur foyer et de manifester un peu plus de dignité. Cherchant un motif à faire valoir, il ajoute: On ne nous a pas encore tués. Les femmes effondrées quittent la place et vont par petits groupes pleurer dans leur maison. Le destin a frappé lourdement, plus personne n'y peut rien. L'attente ne sera plus que leur seul refuge, l'espoir, leur unique force. Je rentre chez moi un peu secoué par ce spectacle accablant. Dire que je suis parfaitement serein est excessif. Je ne ressens aucun tourment, j'éprouve uniquement de la lassitude et le remords d'avoir été absent durant la venue des gendarmes. Il faut croire que ce jour n'en finit pas de me réserver des surprises. Rabat me rend visite. Depuis mon retour au Douar, cela fait bien longtemps déjà. Il n'a pas estimé opportun de venir me voir. En le voyant entrer, j'ai la certitude qu'il vient se confesser. Si on était autrement, il m'aurait fait demander selon son habitude. Je pense qu'il veut se racheter de je ne sais quelle faute. Ce sentiment me paraît absurde et je décide de l'oublier. Tu n'as pas de matelas et tu m'en as rien dit? Non, mon oncle, je t'en apporterai un. Que te manque-t-il d'autre? Rien, mon oncle. Bon, on verra ça plus tard. Cette sollicitude qui semble sincère m'étonne. Il doit bien savoir que je ne possède pas de matelas, lui qui connaît jusqu'au nombre d'assiettes dont chaque famille dispose. Je n'ai quand même pas le mauvais goût de lui demander l'objet de cette générosité. Même si j'avais eu le culot de le questionner, il m'aurait répondu par une formule dans le genre de « Je suis encore ton oncle ». Rabat a décidé de partager mon repas du soir. Cela dépasse la simple visite de courtoisie. Il s'est réservé une soirée en ma compagnie et j'apprécie ce geste rare. Bien entendu, il a fait apporter les plats. Ce soir, il est prévenant. La vague à l'âme, il garde une mine défaite jusqu'à la fin du repas. Je crois tout compte fait qu'il est venu pour ne pas rester seul chez lui. Il a besoin de compagnie et il est venu me voir. Sachant que d'autres pourraient jaser de cette faiblesse, il préfère aller dans la maison du silence. Je ne lui connaissais pas cette sensibilité. Peu avant de me quitter, il me confie: Ce qui vient de se passer aujourd'hui est entièrement de ma faute. La semaine dernière, le garde est venu apporter les avis d'incorporation. Je les ai conservés et me suis rendu à la caserne. Je croyais bien faire en essayant de les faire annuler. L'officier responsable est un homme tout nouveau et il a interprété ma démarche comme un refus de participer à l'effort de guerre. Il ne voulait rien entendre. C'est lui qui a donné l'ordre aux gendarmes de venir. Je ne le croyais pas capable d'aller si loin. Sinon j'aurais pris d'autres dispositions. J'ai commis une grave erreur. La suite demain à la même heure. Vous pouvez vous abonner.